Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Imbroglio, un film radiophonique de Charles Maître, avec Robert Murzeau, Rosie Vart, Evelyne Chétrit, Jeanne Marquen, Jean-Claude Michel, André Var et Jean-Pierre Lituac. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Pantaloni. Collaboration technique Liliane Crassa. Assistante de production Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Michel. Ça vous ennuierait beaucoup de faire un petit effort. Un petit effort? Vous êtes là à rêver en face de moi. On dirait vraiment que je n'existe pas. Feriez-vous des complexes? Il y aurait de quoi, je vous assure. Par moments, j'en arrive à me demander ce qui vous attire ici. Ah, peut-être... Peut-être est-ce tout simplement cette maison et son merveilleux jardin. Faites attention, Michel. Jusqu'à présent, j'ai assez bien supporté votre ironie, mais il y a des limites. Si je ne peux vous empêcher de me considérer comme une gamine, je ne vous laisserai tout de même pas me prendre pour une idiote. Diable, mais c'est que vous n'avez pas l'air de plaisanter. Du tout. Il serait temps de vous en apercevoir. Écoutez, Daniel, j'ai déjà essayé de vous le faire entendre à demi-mot, mais je vois que ça ne suffit pas. Vous êtes une petite fille adorable, et je vous aime beaucoup. Mais vous n'avez pas 20 ans, j'en ai 39, et je n'entrevois rien de possible entre nous. Vous épouser, en admettant même que votre père y consente, ce serait la pire folie. Quant à faire de vous ma maîtresse, vous m'excuserez, mais je n'y ai jamais songé non plus. C'est l'opinion des gens du village qui vous fait peur. Oh, ne soyez pas stupide, voulez-vous. Je suis pas stupide. Je vous aime. Mais vous le savez très bien. Je sais que vous le croyez. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors dites-moi pourquoi vous avez attendu aussi longtemps. Pour me repousser. Non, écoutez, ma petite Danielle. Je ne suis pas votre petite Danielle. Vous ne m'aimez pas. Vous ne me désirez pas non plus. C'est votre droit. Je n'ai rien à dire. Seulement, il y a 6 mois que nous nous voyons presque tous les jours. Et je serais curieuse de savoir pourquoi vous ne m'avez jamais parlé aussi franchement. Pour commencer, je pourrais vous répondre que vous-même ne m'aviez jamais attaqué aussi ouvertement. Et après? Vous ne prétendez tout de même pas qu'en vous parlant de mon amour, je viens vous apprendre quelque chose. Puisque vous y tenez absolument, je vais vous mettre un peu les points sur les i. Seulement, écoutez-moi, et cessez de vous prendre au tragique, voulez-vous? Vous êtes arrivé ici, après avoir terminé vos études, pour vous reposer quelques mois avant de partir pour l'Angleterre. Bon. La campagne était belle, vous habitiez une jolie maison, mais ce sont là des avantages que l'on n'apprécie guère à 19 ans, et vous ne pouviez que vous ennuyer. Là-dessus, vous découvrez que le médecin du pays est un homme, on dit encore jeune, plutôt sympathique, qui vit en solitaire. Vous vous arrangez pour faire sa connaissance, vous le présentez à vos parents, vous lui ouvrez les portes de la maison, bien. Maintenant, réfléchissez une minute et répondez-moi. Connaissez-vous une jeune fille, une seule, qui ne se croirait pas sincèrement amoureuse en pareille circonstance? Alors croyez-moi, partez pour Londres, reprenez vos études, et dans quelques semaines, vous ne penserez même plus à m'envoyer une carte postale. Mais il y a 3 mois que j'aurais dû partir pour Londres. Je ne suis restée qu'à cause de vous. Et vous le savez bien. Non, je vous jure que non. J'ai pensé que vous n'aviez pas envie de reprendre vos études, un point c'est tout. Je ne vous crois pas. Je ne serais pas restée si je... Daniel, où es-tu? Je suis là, avec Michel. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ton père désire te voir. Ah, bonjour, docteur.
Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il me veut, mon père? Je l'ignore, mais tu ferais bien de ne pas le faire attendre. Il n'est pas de très bonne humeur. Non. Bon, j'y vais. Oh, surtout ne partez pas, Michel. Je reviens. Vous allez bien? Ça pourrait aller mieux? Des ennuis avec vos malades? Non. Non, avec Daniel. Hein? Elle semble s'être mise en tête de m'épouser, ou à tout le moins de devenir ma maîtresse. Et qu'avez-vous choisi? Oh, ne plaisantez pas, je vous en prie. Je lui ai conseillé de reprendre ses études, seulement... Seulement? Lorsqu'elle aura quitté cette maison, je n'aurai plus aucune raison d'y venir tous les jours. Et vous ne croyez pas que cela vaudrait mieux? Vous le pensez? Oh, très franchement, oui. Je pense à Daniel avant tout, et cela suffit. Nous n'avons même pas le droit de poursuivre cette conversation. Oui, je sais, vous avez raison. D'ailleurs, vous m'accorderez que jusqu'à présent... Jusqu'ici, nous ne nous étions jamais permis la moindre allusion, c'est vrai. Et bien, malgré cela, voyez-vous, j'ai l'impression de tromper tout le monde ici. Je me sens terriblement coupable. Oh, coupable en quoi? Je n'attends rien de vous et je n'espère rien. Que de continuer à vous voir. Non, non, c'est impossible, justement. Que craignez-vous? Même si Daniel s'en va, il restera toujours votre mari. Sans parler de votre belle-sœur, qui ne manquera pas de nous surveiller plus que jamais. Oh, mais pourquoi faites-vous semblant de ne pas comprendre? La surveillance d'Henriette ne me préoccupe pas le moins du monde. Vous savez très bien que mon mari se moque éperdument de ce que je peux faire, alors. Seulement, il y a Daniel, et je tiens à son estime et à son affection. C'est la seule raison qui fait que nous ne devrons plus nous voir. Mais c'est une raison suffisante, et nous ne nous verrons plus. Oh, Daniel a 20 ans. D'ici quelques mois... Non. Que vous la repoussiez, ce n'est pas tellement grave, elle oubliera. Mais si dans quelques mois, ou même beaucoup plus tard, elle apprenait que... Oh non. Oh, ce serait terrible. Alors? Le mieux serait évidemment que vous quittiez la région. Mais je suppose qu'il est inutile de vous le demander. Parfaitement inutile. Oui, il me serait tellement plus facile de vous oublier si vous étiez au loin. Je ne veux pas que vous m'oubliez. Mais vous l'avez dit vous-même, vous n'espérez rien. Oui. Peut-être aurais-je dû ajouter... dans l'immédiat. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas 40 ans. Votre mari en a 60. Je suis capable de vous attendre le temps qu'il faudra. Mais vous êtes fou, mais c'est monstrueux. Peut-être. Et c'est ainsi. C'est madame quoi? Oui. Assieds-toi. J'ai à te parler sérieusement. Je ne pourrais pas attendre un peu? Michel est en bas et je voudrais... Michel attendra. D'ailleurs, c'est précisément pour te parler de lui que je t'ai fait venir. Je voudrais bien savoir où vous en êtes tous les deux. Je ne comprends pas. Voilà plus de 6 mois que ton cher Michel passe le plus clair de son temps dans cette maison. À se demander d'ailleurs s'il lui arrive de voir ses malades. Et 6 mois que tu fais la roue devant lui. Alors je te pose la question. Où en êtes-vous? Et moi, je te répète que je ne comprends pas. Étant donné que tu ne t'es jamais soucié de moi, je ne vois pas pourquoi tu commences aujourd'hui. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je ne me suis guère préoccupé de ton éducation et je ne t'ai jamais manifesté beaucoup d'affection. C'est vrai. Ce n'est pas ta faute, bien sûr, si ta mère est morte en te mettant au monde, mais il est certain qu'il m'a fallu du temps pour l'oublier. Cela dit, c'est uniquement pour toi que je me suis remarié. Et Irène t'a probablement élevé avec plus de tendresse que ne l'aurait fait ta mère. Ta mère était une femme très mondaine. Elle n'aurait sans doute pas montré le même esprit de sacrifice. Je sais. Et je sais aussi ce que je dois à Irène. Seulement, tu m'excuseras, mais je ne vois pas le rapport que tout cela peut avoir avec Michel Moret. J'y arrive. Tes résultats d'écolière ne m'ont jamais passionné et je ne me mêlerai pas davantage de tes aventures sentimentales. Si tu en avais qui soient de ton âge.
Malheureusement, tu es en train de te monter la tête. Et tu vas tout droit vers une déception monumentale. Alors je dis halte. Mon indifférence ne va pas jusque-là et pour une fois, je vais user de mon autorité. La semaine prochaine, tu partiras pour Londres. Et si je refuse? Dans tous les cas, tu quitteras cette maison. Enfin, puis-je savoir ce que tu reproches à Michel? Mettons que je lui reproche d'avoir 20 ans de plus que toi. Et ne perds pas ton temps à me citer l'exemple d'Irène. Il n'a jamais été question d'amour entre elle et moi. D'ailleurs... D'ailleurs? Oh, c'est très simple. Tu vas voir que je n'ai rien contre ton cher Michel. Je te donne une semaine pour te décider. Ou tu l'épouses, ou tu pars pour l'Angleterre. Michel ne songe nullement à m'épouser. Qu'est-ce que tu espères alors? Devenir sa maîtresse? S'il ne tenait qu'à moi. Parfait. Seulement s'il ne veut pas d'une aventure et s'il n'a pas envie de t'épouser, je me demande bien ce que tu espères. Je l'aime. Je veux rester près de lui. Mon amour, il n'y a que le coup de foudre. Je ne suis pas maître en la matière, mais j'en suis moins sûr que toi. Cela dit, même si tu refuses l'Angleterre, tu ne resteras pas ici. Tu comptes m'éloigner de force? Non. Ce ne sera malheureusement pas nécessaire. Je viens d'essuyer en bourse une perte sèche qui va m'obliger à vendre la maison. Dans moins d'un mois, nous aurons regagné l'appartement de Paris et nous y mènerons sagement une vie de petit retraité. Là-dessus, tu peux redescendre et inviter ton cher docteur à dîner. C'est un convive très agréable. Georges, Ma chère Henriette, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Tu cherches à me faire peur. tu sais très bien que je plaisante rarement et jamais lorsqu'il s'agit d'argent. Mais enfin, tu ne vas pas me dire, j'espère, que tu as aussi spéculé... Avec les économies que tu m'avais confiées, si. Je suis désolé, crois-moi. Désolé, mais c'est du vol. Cela peut s'appeler ainsi, oui. Si le cœur t'en dit, tu peux très bien me faire arrêter. Tu mériterais que je le fasse. Quand on est un petit industriel en retraite, on ne se prend pas pour un roi de la bourse. Bon, c'est entendu, je suis un imbécile doublé d'un malhonnête homme. Seulement n'espère pas que je vais me traîner à tes pieds. Si tu veux me faire jeter en prison, fais-le, mais en attendant, cesse tes jérémiades. Ah, ça c'est le comble. Ma chère Henriette, je te signale en passant que grâce à moi, tu n'as plus un sou. Cela dit, excuse-moi et parlons d'autre chose. C'est ça, n'est-ce pas? Écoute, j'ai commis une bourde monumentale, mais Dieu merci, je me suis toujours méfié de moi-même et j'avais pris certaines précautions. Nous allons devoir réduire sérieusement notre train de vie, mais ce ne sera tout de même pas la misère. Oui, tu as raison, c'est merveilleux. Que d'un jour à l'autre, j'en vienne à dépendre de toi, que je ne puisse plus partir si j'en ai envie, ça ne compte pas. L'important, c'est que je sois nourri et logé, n'est-ce pas? Et je devrais sans doute te remercier. Je voudrais surtout que tu n'essaies pas de me faire chanter. Voilà près de 15 ans que tu vis avec nous et tu n'as jamais songé à t'en aller. Alors ne viens pas me dire que tu y penses aujourd'hui. Je veux être libre et ne dépendre de personne. Et surtout pas de ta femme, s'il arrivait que tu disparaisses. Rassure-toi, j'ai pris mes dispositions. Ça ne suffit pas. Je veux bien ne pas porter plainte, mais à condition que tu me rembourses en partie. Pour commencer, tu vas mettre l'appartement de Paris à mon nom. Et pour quoi faire? Pour payer des frais d'enregistrement et pour que Daniel paie des droits de succession lorsqu'elle héritera de toi? Car enfin, puisque tu parles de ma disparition, tu pourrais peut-être aussi envisager la tienne. Je veux cet appartement, Georges. Et j'exige que dès demain, tu... Je vous dérange? Non, nous en avons terminé. Pour aujourd'hui, oui. Mais je te garantis que nous en reparlerons. Et devant le père. Ça, pas commode, ma chère petite sœur. Évidemment, je dois reconnaître que je viens de lui porter un coup assez rude. C'est donc vrai ce que vient de m'annoncer Daniel? Vous allez vendre la villa? Je comptais vous en parler tout à l'heure, oui. Je vous avais gardé pour la bonne bouche. Très drôle. Les fluctuations boursières ne semblent pas vous accabler outre mesure. En cette matière, je ne crois pas beaucoup à l'utilité des lamentations. D'ailleurs, rassurez-vous, ce n'est pas encore demain que vous en serez réduite à la mendicité. Et même, voyez-vous, je me demande si ce bouleversement ne va pas finalement vous être bénéfique. Désolée, mais c'est trop fort pour moi.
Qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais que je songe très sérieusement à vous rendre votre liberté, ma chère Irène? Pardon? Ne croyez pas de la gratitude, bien au contraire. Je connais mes défauts et je sais parfaitement que je n'ai jamais su vous rendre heureuse. Dieu merci, vous êtes encore merveilleusement jeune. Et je suis persuadé que le docteur Moret saura vous faire oublier ces méchantes années. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'allez pas nier que ce garçon soit amoureux de vous tout de même. Pour ne pas s'en apercevoir, il faut avoir les 20 ans et l'innocence de Daniel. Me feriez-vous l'honneur d'être jaloux? Oh. Non. Non, simple constatation. D'ailleurs, je connais votre droiture, et je suis certain que votre conduite a toujours été irréprochable. Il ne reste pas moins que le docteur Moret représente tout ce qu'une femme peut rêver, et que vous n'avez jamais eu. Il est beau, solide, intelligent. En un mot, il a tout pour lui. La preuve, il a conquis d'un seul coup et ma femme et ma fille. Écoutez-moi bien, Georges. Il est possible que les sentiments du docteur Moret ne m'aient pas trouvée aussi indifférente que je l'aurais voulu. Mais cela ne regarde que moi. En tombant elle-même amoureuse de ce garçon, Daniel m'a mise à l'abri de toute défaillance. Décidément, ma chère Irène, votre abnégation est sans borne. Mais que diriez-vous si je prenais sur moi d'expliquer la situation à Daniel? Essayez. Essayez de lui parler de ça. Et je vous tue. Encore une tasse de café, docteur? Volontiers, oui. Et vous, Georges? Merci. Non, moi je prendrais plutôt un autre cognac. Vous devriez réfléchir à ma proposition, docteur. Je suis persuadé que cette maison vous conviendrait parfaitement. Mais j'ai bien peur qu'elle ne soit très au-dessus de mes moyens. Sans compter que pour moi tout seul, elle serait tout de même un peu grande. On dit ça, on dit ça. Un de ces jours, vous allez vous retrouver marié, mon vieux père de famille, et bien heureux d'avoir de la place. D'ailleurs, en attendant, vous pourriez garder ma sœur comme gouvernante et inviter ma femme et ma fille pour les vacances. L'idée de quitter cette maison les attriste tellement. Tu te trouves drôle? Bah, j'essaie d'entretenir un peu la conversation. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur, mais je trouve ces dames ce soir particulièrement taciturnes. D'ailleurs, où est Daniel? À la cuisine. Ta prétendue conversation l'amuse tellement qu'elle a préféré la vaisselle. Formidable, on aura tout vu. Un petit cognac, docteur. Non, merci. Je vais vous demander la permission de prendre congé. J'ai promis de passer voir un malade. Vous êtes certain que c'est bien un malade? Oh, tu ferais mieux d'aller te coucher. Tu dis n'importe quoi. Espèce de bois, je t'en prie. Je ne dis pas n'importe quoi. Je sais très bien où je veux en venir. Seulement, vous me coupez toujours la parole. Henriette a raison, vous avez assez bu. Allez, venez maintenant. Oh, alors ça m'est égal. J'ai du cognac dans ma chambre. Et vous avez tort de ne pas m'écouter, docteur. J'avais des choses très intéressantes à vous dire. Bien, nous parlerons un autre jour. Bonsoir, monsieur Valberg. Bonsoir. Et mes hommages à votre malade. Oh, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille aussi. Daniel, reviens un peu par ici. Je monte aider ta mère. Voilà, j'arrive. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est la première fois que je le vois boire ainsi. Oui. Bon, d'habitude, il boit plutôt dans sa chambre. Et il a vraiment de l'alcool, là-haut? Vous voulez que j'aille le lui prendre? Pas la peine, je suppose que votre mère y pensera. D'ailleurs, je monterai le voir avant de partir. À quoi pensez-vous? À la vente de cette maison. Pour votre tante et pour votre mère, ce sera sans doute très dur. Oui. Vous ne pouvez vraiment pas l'acheter? Non, ça, vraiment pas. Dommage. Comme dit mon père, j'aurais pu venir en vacances. Et puis... Et puis? Rien.
c'est? C'est moi, Henriette. Mais que se passe-t-il? Oh, laissez-moi entrer et fermez la porte, là. Et maintenant, attendez-vous à recevoir un choc. Un choc. Georges est mort. Qu'est-ce que vous dites? Je viens de le trouver en lui montant son petit déjeuner. Mais c'est impossible, voyons. Venez. Non, attendez. Oh, vous venez m'annoncer ça avec une telle brutalité. Si vous croyez que la découverte n'a pas été brutale... Mais enfin, il faut faire quelque chose. Il faut appeler le docteur Moret. Il y a peut-être encore un... C'est fait. Je viens d'appeler la police. Ils m'ont promis d'amener un médecin. La police? Pourquoi la police? Parce que je ne veux pas que le docteur Moret arrive ici et délivre tranquillement un permis d'inhumer. Figurez-vous. Ce serait tout de même un peu trop facile. Oui? Le commissaire Basile vient d'arriver, monsieur le juge. Très bien, qu'il entre. C'est bonjour, monsieur le juge. Bonjour, mon cher. Asseyez-vous. Alors? Eh ben, j'arrive de chez les Valberg où j'ai vaguement interrogé tout le monde. Je dis vaguement parce que, jusqu'à preuve du contraire, notre homme a très bien pu mourir d'une crise cardiaque. Nous serons bientôt fixés. J'attends un coup de fil du médecin légiste. En attendant, donnez-moi toujours vos premières impressions. Ça, j'ai bien peur qu'elles ne vous paraissent confuses, monsieur le juge. À part la sœur, qui semble prête à accuser tout le monde, personne ne veut croire à un crime. Vous avez vu le docteur Moret? Oui. Et quoique n'étant pas son médecin traitant, il avait examiné Valberg à l'occasion d'une bronchite. Il dit n'avoir rien remarqué, mais il précise aussi que ça ne prouve rien. Une crise cardiaque ne prévient pas toujours. Vous lui avez fait part des soupçons de la sœur? Oh, c'était parfaitement inutile. La vieille fille ne cache pas ses sentiments. Elle n'accuse personne directement parce qu'elle sait que ça pourrait se retourner contre elle, mais il est bien évident que le Toubi est son suspect favori. Et vous? Je ne sais pas. Je connais le docteur Moret depuis qu'il s'est installé dans le pays. Je le vois plutôt mal en train de verser du poison, fût-ce pour les beaux yeux d'Irène Valberg. Pourtant... Oui? Je peux me tromper. Enfin, je lui ai trouvé l'air un abord moins franc que d'habitude. Il dit qu'un crime est impensable et en même temps, il a l'air de craindre quelque chose. Cela dit, au milieu d'un tel imbroglio sentimental, il y a de quoi ne pas être à son aise. Vous lui en avez parlé? J'ai essayé, mais ça lui a pas plu. Il m'a conseillé sèchement de m'en remettre à l'informateur maison, comme il dit. De même qu'Irène Valberg, d'ailleurs. Et la petite? Elle, c'est une confirmation vivante du dicton qui parle d'amour et de cécité. Elle est amoureuse de son docteur, elle voit rien d'autre. Notez qu'il ne devrait pas y avoir grand-chose à voir. La tante elle-même a dû convenir qu'il n'y avait entre Moret et Irène Valberg rien. Des regards. Des regards. On ne tue pas un mari parce qu'on a eu les regards avec sa femme. Non, ça, c'est assez mon avis. Cependant, toujours d'après la sœur, Valberg lui-même s'en était aperçu. Il en aurait parlé à sa femme et menacé d'ouvrir les yeux de sa fille. Mais enfin, comment sait-elle tout cela, la sœur? C'est très simple, elle ne s'en cache pas le moins du monde, elle écoute aux portes. Ouais. Autrement dit, nous en sommes réduits à des... Oui. Bon, passez-le moi. Oui, bonjour, docteur. Alors? Oui. Importante? Bon. Eh bien, soyez gentil de m'envoyer cela le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Oui, merci. Au revoir. Eh bien, mon cher, vous n'avez plus qu'à vous replonger au milieu de votre imbroglio. Valberg est mort d'une syncope respiratoire provoquée par l'ingestion d'une très forte dose de morphine. Madame Valberg, je suis au regret, mais votre mari a été empoisonné. Et il n'a pu l'être que par l'une des 4 personnes qui se trouvaient ici hier soir. Et moi, je vous répète que c'est complètement stupide. Vous devez écouter un peu trop volontiers certains ragots. Je vois, oui. Je me suis laissé dire que le docteur Moret serait amoureux de vous, en effet. Et c'est inexact? Si vous ne voulez pas répondre, je peux poser la question à votre fille. Écoutez-moi bien, monsieur le commissaire. Il n'y a jamais rien eu. Et il n'y aura rien entre le docteur Moret et moi. Mais si vous essayez de faire croire le contraire à ma fille, Vous me tuez, n'est-ce pas?
Oui, c'est ce dont vous avez menacé votre mari, et pour la même raison, quelques heures avant sa mort. Pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais vous n'avez pas le droit de bouleverser une enfant pour le simple plaisir de poser des questions. Vous trompez 2 fois, madame. Primo, parce que j'ai parfaitement le droit de poser toutes les questions. Secondo, parce que je le fais sans aucun plaisir. Vous aimez beaucoup la fille de votre mari, n'est-ce pas? Oh, sa mère est morte le jour de sa naissance, alors que j'étais déjà engagée comme nurse. Plus tard, c'est uniquement pour la garder que j'ai accepté d'épouser son père. Bon. Maintenant, si j'ai bien compris, elle est très amoureuse du docteur Moret, au point que son père avait décidé de l'éloigner. Mais où voulez-vous en venir? Mais vous n'avez tout de même pas imaginé... Mais je n'imagine rien, madame. Je me contente de réunir des faits. Et je constate qu'en fin de compte, il y a pas mal de vérité dans ce que vous appeliez des ragoûts. Mademoiselle, votre attitude est assez étrange. Votre père ayant été assassiné, votre devoir est d'aider la justice. Commencez par me prouver que mon père a vraiment été empoisonné. Personnellement, je refuse de le croire. Mais nous verrons cela plus tard, ne renversez pas les rôles. Pour l'instant, j'aimerais que vous me parliez un peu de vos sentiments à l'égard de... Mes sentiments ne vous regardent pas. C'est bien assez que ma tante vous en ait parlé. Et ne comptez pas sur moi pour y ajouter quoi que ce soit. Bon, passons. Êtes-vous monté dans la chambre de votre père après qu'il soit couché? Non. Et je suis montée dans la mienne et je suis restée assez longtemps toute seule à l'étage. Pourquoi me dites-vous cela? Pour que vous ne puissiez pas me rayer de la liste des suspects. Et parce que je ne suis pas là pour vous aider à soutenir une accusation stupide. Ma nièce se moque de vous, monsieur le commissaire. Si elle était entrée dans la chambre de son père, je l'aurais forcément entendue. Oui. En somme, mademoiselle, vous ne croyez pas un instant à la culpabilité de votre nièce, et pas beaucoup non plus à celle de votre belle-sœur. Donc, selon vous, il ne resterait que docteur Moret. Je ne suis pas à même d'accuser ou d'innocenter qui que ce soit, monsieur le commissaire. La mort de mon frère m'a semblé suspecte. Je vous ai appelé, et il paraîtrait que j'ai eu raison. Le reste n'est pas mon affaire. Eh bien, décidément, cette maison regorge de bonne volonté. Mon cher Basile, je ne voudrais pas vous faire de peine, mais tout cela n'avance guère. Rien de nouveau ce soir? Justement, si, monsieur le juge, une lettre anonyme et un appel du docteur Moret, qui désire me voir. Il sera là d'un instant à l'autre. Ah, tout de même. Eh bien, espérons que tout ce petit monde va se décider à bouger un peu. Qu'est-ce qu'elle raconte, votre lettre anonyme? Voici, et j'ai dans l'idée que ça pourrait être important. Monsieur le commissaire, peut-être feriez-vous bien de contrôler un peu les achats de morphine du docteur Moret. Il semble en consommer beaucoup. C'est tout? Qu'est-ce que vous trouvez là de si important? Je n'ai confié à personne les résultats de l'autopsie, monsieur le juge. J'ai dit que Valberg avait été empoisonné, mais j'ai pas dit avec quoi. Diable. Par conséquent, de 2 choses l'une. Ou bien Moret est l'assassin et quelqu'un est au courant, ou bien il est innocent et... Permettez. Oui? Ah oui, je sais. Envoyez-le ici. C'est Moret. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que l'entretien ait lieu à 3, je suppose? Bien sûr que non, vous le connaissez. Oui, oui, nous nous sommes déjà rencontrés, enfin, à plusieurs reprises. Entrez. Ah, docteur Moret. Comment allez-vous? Bien, merci, monsieur le juge. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir, docteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Le commissaire Basile me dit que vous désirez lui parler. Comme il s'agit sans doute de l'affaire Valberg, j'ai pensé que je ne serais pas de trop. C'est-à-dire... j'espère que vous ne comptiez pas sur des révélations. Je ne suis venu que pour essayer d'obtenir quelques explications, au contraire. Oui, concernant le poison qui aurait tué Georges Valberg, pour tout dire. Et pourquoi ce conditionnel, docteur? Vous ne croyez pas à l'empoisonnement? N'ayant pas vu la victime, il m'est difficile de me faire une opinion, cependant... Oui, je vous en prie. D'après Madame Valberg, la mort semblait l'avoir surpris dans son sommeil. D'où vous concluez à une mort naturelle? Non, bien sûr. Mais puisque poison il y a,
J'aurais aimé savoir de quel poison il s'agissait. Je me demande pardon, docteur, mais pourquoi désirez-vous le savoir? Vous menez une enquête personnelle? Oh, une enquête. Une enquête, c'est beaucoup dire. Disons que j'essaie de comprendre. Est-ce tellement étonnant? Pas tellement, vous avez raison. Si je vous dis que l'assassin a versé dans le cognac de Valberg une très forte dose de morphine, est-ce que cela vous avancera à quelque chose? Dans quel cognac? Celui qui était dans sa chambre, dans une carafe. Comment mais... Cette carafe était presque vide. C'est même pourquoi je n'ai pas jugé utile de la lui enlever. D'ailleurs, lorsque je suis monté, Valberg dormait. Peut-être avait-il déjà bu. Et c'est bien parce qu'il y avait très peu de cognac que la morphine s'est trouvée être mortelle. La même dose dans une carafe pleine et le poison devenait simple soporifique. L'assassin ne devait pas l'ignorer. Dites tout de suite qu'il était médecin, votre assassin. N'exagérons pas. Enfin, c'est un petit détail qui est tout aussi bien à la portée d'une infirmière. C'est pour Madame Valberg que vous dites cela? Ne vous emballez pas, docteur, et ne cherchez pas les allusions partout, je vous en prie. Pour ma part, j'ignorais totalement que Madame Valberg fût infirmière. Elle l'a été, oui. Mais si vous en profitez pour conclure... Mais non. Revenons plutôt à notre poison. Et dites-nous si, à votre connaissance, quelqu'un prenait de la morphine chez les Valberg, médicalement s'entend. Pas que je sache, non. Ah. Oui, en somme, votre petite enquête ne vous a pas encore mené très loin. Pourtant, vous connaissez fort bien les Valberg et leurs habitudes. Et c'est précisément parce que je les connais bien que je ne peux pas croire à un crime. Irène Valberg et sa fille en sont parfaitement incapables. Quant à la sœur... Quant à la sœur? Si elle avait tué son frère, j'imagine que ce n'est tout de même pas elle qui aurait prévenu la police. Oui, évidemment. Évidemment, à moins qu'elle n'ait pris ce risque avec l'intention de faire incriminer quelqu'un. Tu ne veux vraiment rien manger? Je t'ai déjà dit non, laissez-moi tranquille. Bon, très bien. Après tout, hein. Alors, rien? Elle est toujours enfermée. Bon, je lui montrerai un plateau tout à l'heure avant de me coucher. Tu es bien bonne. Oh non. Non, je ne suis pas bonne. Et dans le fond, je lui en veux terriblement. Seulement, ce n'est pas en le lui montrant que nous obtiendrons quelque chose. Hein. Qu'est-ce que tu espères? Pour être franche, ma petite fille, je n'en ai pas la moindre idée. Je suis certaine qu'elle cache quelque chose. Moi, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Comment ça? Il n'y a pas 50 raisons qui font que l'on se tait. On se tait pour protéger quelqu'un, ou alors pour le charger. Je ne crois pas que ce soit tout à fait aussi simple, ma chérie. Mais pourquoi? Eh bien, prenons un exemple. Il est certain que ta tante n'aime pas Michel et qu'elle serait parfaitement capable de le charger, comme tu dis. Seulement, elle a aussi beaucoup d'affection pour toi. Et elle sait très bien qu'à travers Michel, elle te ferait du mal. Donc, c'est contradictoire. Oui, peut-être. Oh, j'y vais, ça doit être Michel. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Vous apportez des nouveaux? Non, malheureusement. Bonsoir, Madame Valberg. Bonsoir, docteur. Docteur, est-ce que ça peut être agaçant? Je vous sers un café? Non, merci, ne vous dérangez pas. Oh, il est tout proche, je viens de le faire. Ah, dans ce cas, alors je veux bien. 2 secondes et je vous sers. Il faut absolument que je vous parle. Mais pas maintenant, je vous attendrai dans 1 heure au fond du jardin. Mais c'est idiot, voyons, c'est quelqu'un de... Personne ne me verra, soyez sans crainte. Mais venez, c'est très important. Je croyais qu'il n'y avait rien de nouveau. Je vous expliquerai. Pour l'instant, je voudrais que vous me laissiez seul avec Daniel. Hein? Ah ça, mais qu'êtes-vous en train de comploter? Tout à l'heure. Trouvez d'abord un prétexte pour vous esquiver. Oh, c'est facile. Pas besoin de prétexte. Voilà. Bien chaud et bien sucré. Comment tu montes déjà? On ne te chasse pas, tu sais. Je sais, ma chérie, mais je suis fatiguée. Je crois que je vais dormir. D'ailleurs, je voudrais bien que tu ne te couches pas trop tard non plus. Hein? Promis. Bonsoir, maman. Bonsoir, toi. À demain, docteur. À demain, madame. Je me demande pourquoi elle part si vite. Elle n'a pas plus sommeil que vous et moi. Elle est partie parce que je lui ai demandé de nous laisser seuls.
Ah. J'ai quelque chose à vous apprendre et une question à vous poser. Vous êtes bien mystérieux. Il s'agit de mon père? Oui. Vous savez maintenant qu'il a été empoisonné avec de la morphine, n'est-ce pas? Oui, alors? Eh bien, cette morphine, l'assassin me l'a volée ici même, le soir du crime. Qu'est-ce que vous dites? Dans ma trousse. On n'est pas encore parlé à la police et... Avant de le faire, je voulais vous poser une question. Vous n'allez tout de même pas me demander si c'est moi qui l'ai prise? Si. Michel, ce n'est pas vrai. Vous ne pensez pas que... Peu importe ce que je pense. Jurez-moi que vous ne l'avez pas prise. Eh bien, je vous le jure. Et c'est la vérité. Seulement maintenant, allez-vous-en. Allez-vous-en, je vous ai assez vu. Si c'est pour cela que vous me donnez rendez-vous au milieu de la nuit, pour me demander si je suis bien certaine de n'avoir pas tué mon mari. Je sais que vous ne l'avez pas fait. Mais je voulais vous prévenir quand même avant de parler à la police. Oui, c'est bien ce que je dis. Vous avez voulu me prévenir. À tout hasard. Notez que ce n'est pas un reproche. Moi aussi, pendant un certain temps, je me suis posé la question à votre sujet. Et maintenant? Oh, maintenant. Je ne me pose plus de questions. J'attends, tout simplement. Quoi donc? Que cette affaire soit classée, avec ou sans coupable. Mais il y a forcément un coupable. Évidemment. Mais il arrive, faute de preuves, que la justice soit quelquefois obligée de renoncer. C'est ce que vous espérez? Oh, je ne dis pas cela. J'attends la fin de l'enquête, c'est tout. Et ensuite? Ensuite, je partirai avec Daniel. De toute façon, la maison sera vendue, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais pourquoi dites-vous « je partirai » comme s'il s'agissait de ne plus nous revoir? Parce que c'est exactement ce dont il s'agit. Malgré ses airs de petite dame, vous savez, Daniel aura encore bien besoin de moi. Oui, je sais, je comprends. Mais plus tard... Plus tard, il sera trop tard, Michel. Il aura fallu ce drame pour que je mesure à quel point j'ai besoin de Daniel, de sa confiance et de son estime. Je ne veux plus jamais risquer de la perdre, pour rien au monde. Mais... Non, je vous en prie, n'insistez pas. Une chance inouïe a voulu que Daniel ne s'aperçoive de rien et que personne ne lui parle. Mais il ne faut pas trop demander à la chance. Oh, d'ailleurs, c'est bien simple. Si vous saviez combien je tremble à l'idée qu'elle puisse nous découvrir ici, cachés comme des amoureux, je crois que vous me laisseriez partir. Et le jour où Daniel vous abandonnera, pour se marier, par exemple? Ah, ce jour-là. Je crois que je cesserai de penser à vous, Michel. Et je commencerai bien tranquillement à tricoter pour mes petits-enfants. Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire, monsieur le commissaire? Et pourquoi ces deux gendarmes à la porte? Je sais bientôt fixé, madame, mais je ne peux rien vous dire tant que votre belle-sœur n'est pas descendue. Elle arrive dans 2 minutes. Bien. C'est à vous que nous devons cette charmante cérémonie, docteur Morel. Daniel, je t'en prie, ne sois pas désagréable. C'est à moi, oui. Mais si l'on n'y avait pas poussé, je m'en serais passé volontiers. Ça explique tout, évidemment. Oh, Daniel, tais-toi. Bonjour, monsieur le commissaire. Vous avez désiré me voir, paraît-il. En effet, mademoiselle, suivez-vous. Merci, ce ne sera pas nécessaire. À moins que ce ne soit un ordre. Je n'irai pas jusque-là. Mademoiselle Henriette Valberg, le docteur Morey, ici présent, a porté contre vous une accusation très grave. Si vous prenez un temps pour me laisser revenir de ma surprise, c'est parfaitement inutile. De ce monsieur, rien ne m'étonne. Ah bon? Bon. Alors, dans ce cas, sachez que le docteur Morey vous accuse d'avoir, quelques heures avant la mort de votre frère, volé des ampoules de morphine dans sa trousse médicale. Comment? Mais c'est un mensonge. Désolé, mais je vous ai vu. Après avoir déclaré que vous montiez pour aider votre frère, vous vous êtes arrêté au pied de l'escalier. Et vous avez pris dans ma trousse une pleine boîte d'ampoules. Mais cet homme est complètement fou.
Vous n'allez pas me dire que vous le croyez tout de même. Mais c'est sa parole contre la vôtre, Mais mademoiselle. c'est lui qui a tué mon frère. Sous prétexte de voir s'il n'était pas malade, il est monté bien après nous dans la chambre. Donc, vous l'accusez à votre tour? Oui, je l'accuse, parfaitement. J'ai toujours su que c'était lui. Et pourquoi ne pas me l'avoir dit? Au lieu de m'envoyer une lettre anonyme. Comment? Mais Inutile de nier, j'ai retrouvé vos empreintes sur la lettre. Eh bien oui, c'est moi qui l'ai écrite. Je savais qu'il avait tué mon frère et je voulais vous mettre sur la voie. Oui. Le seul ennui, mademoiselle, c'est qu'au moment où vous avez écrit cette lettre, vous étiez censé ignorer qu'il s'agissait de morphine. Vous dévariez? C'est vous-même qui nous l'avez annoncé. Hier après-midi, oui, alors que votre lettre était déjà partie. Mais... Mademoiselle Henriette Valberg, je vous arrête pour l'assassinat de votre frère. À partir de maintenant, je vous avertis, vous êtes libre de ne parler qu'en présence d'un avocat. Mais c'est faux. Je vous jure que je ne l'ai pas tué. Vous direz cela devant le jury des assises, Non, mademoiselle. non, mais attendez, je ne l'ai pas tué, mais je vais vous dire la vérité. Hein? Mon frère s'est suicidé. Quoi? Suicidé? Je peux le prouver d'ailleurs. Il avait laissé une lettre. Tenez, je l'ai gardée sur moi. Madame Valberg, vous reconnaissez l'écriture de votre mari? Ah oui. Oui, certainement. Ma chère Henriette, pardonnez-moi de vous fausser compagnie à toutes, mais c'est le seul moyen pour moi de réparer un peu mes erreurs. Grâce au montant de mon assurance, vous pourrez garder la maison, à condition toutefois que tu te charges personnellement de faire disparaître cette lettre et ces ampoules. Je compte sur ta discrétion et t'en remercie. Adieu. Bon. Admettons. Il n'en reste pas moins qu'en volant ces ampoules pour les remettre... Non. Pardon? Non. Je n'ai jamais vu Henriette Valberg prendre ses ampoules. Je vous ai dit ça pour vous forcer la main. Ignorant la lettre anonyme, j'ai d'ailleurs été très surpris que vous acceptiez aussi facilement. Eh ben, vous alors, vous pouvez dire que vous avez de la chance. Parce qu'en échange, je peux bien vous avouer que je n'ai jamais relevé la moindre empreinte sur cette lettre. Ne sois pas injuste, Daniel. Si Michel ne s'était pas défendu, la machination d'Henriette aurait très bien pu réussir. C'est plus fort que moi. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas pourquoi elle le détestait à ce point-là. Je ne sais pas. Peut-être... Oh, peut-être des idées de vieille fille, tout simplement. Mais tout de même. 5 ans de prison pour une pauvre femme qui perd la tête, je trouve que c'est beaucoup. Oui. Et le jury a tenu compte de ce que cette machination aurait pu entraîner pour Michel. D'ailleurs... Oui? J'ai reçu un mot de Michel ce matin. Il m'avoue que, bien avant le procès, il avait fait une découverte qui aurait pu rendre la peine encore bien plus lourde. Quoi donc? Bien, pour la compagnie d'assurance, la morphine dans le cognac aurait pu prouver la preuve du suicide. Et Michel l'a trouvé bizarre que ton père n'y ait pas pensé. Et alors? Michel a fait des recherches. Il s'est fait communiquer les rapports et il a découvert, ce qui avait échappé à la police, que l'alcool qui restait dans la bouteille n'avait qu'une assez faible teneur en poison. Je ne comprends pas. Bien, il pense que ton père a dû boire dans un verre qu'il aura pris soin de rincer. Et que c'est Henriette, pour faire croire plus sûrement encore au crime, qui aura versé dans la carafe une ampoule restante. Oh non! C'est effrayant! Oui. Mais Michel n'a pas parlé de cette découverte. Et tu admettras que c'est tout de même bien, non? Oh oui, bien sûr. C'est tout ce qu'il écrit, Michel? Oui. Oui, il a beaucoup à faire avec sa nouvelle clientèle. Il nous embrasse, toutes les deux. Et il espère que nous allons bien. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous.
Bien qu'il repose sur une enquête très serrée pour découvrir un assassin, ce qui, avouons-le, n'a rien d'original en soi, le roman d'Hilary Waugh, intitulé « Il pleuvait cette nuit-là » est néanmoins un roman original. De plus, il déplace le cadre habituel des romans policiers et se situe dans une petite ville du Connecticut, Stockford, qui semble être le centre d'un commerce de fruits assez prospère. La ville est en effet entourée de vergers, et ces vergers sont exploités pour la plupart par des familles d'émigrés polonais ou par leurs descendants. Un soir de pluie diluvienne, un vieillard affublé comme un épouvantail, les yeux abrités par des lunettes et la bouche cachée par d'épaisses moustaches à la hongroise, vient frapper à la porte d'un fermier nommé Solensky. Il dit venir d'une localité voisine, Bridgeport, et demande l'adresse d'un certain Lobbens qui lui redoit de l'argent sur une fourniture d'engrais. Solensky donne l'adresse, mais peu après, le visiteur revient, se plaignant qu'on ne lui ait pas ouvert. Solensky lui conseille d'insister. Un peu plus tard, c'est la femme de Lobbens qui arrive à demi nue, trempée, échevelée, suppliant qu'on téléphone pour avoir un médecin et une ambulance. Son mari vient de recevoir en pleine poitrine un coup de feu tiré à bout portant par un individu auquel il avait ouvert sa porte. Cet individu, sans aucun doute, est le visiteur de Solensky. C'est le commissaire Fellows qui est chargé de l'enquête. Au début, elle paraît facile puisqu'on a le signalement du meurtrier qui toutefois a disparu. Cependant, il apparaît promptement que Lobbens ne devait d'argent à personne, qu'il n'avait jamais commandé d'engrais à Bridgeport et que par conséquent ce renseignement était un prétexte, de même que l'accoutrement du visiteur était un déguisement. La mort de Lobbens épaissit encore les ténèbres. La police va donc chercher dans l'entourage immédiat de Lobbens l'introuvable assassin. Mais partout, elle se heurte à d'inattaquables alibis. D'échec en échec, Fellows s'obstine, et c'est précisément un alibi trop parfait qui le mettra sur la piste du coupable en l'éclairant sur le motif du crime. Tout cela est plausible et sans effets inutilement dramatiques. Cela donne au récit une extrême efficacité. Il pleuvait cette nuit-là par Hilary Waugh est publié dans la série noire Gallimard. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Lemmy Cochon est devenu un personnage semblable à Tarzan ou à Robin des Bois. On le verra pendant des années sur l'écran et on inventera et réinventera sans cesse de nouvelles histoires pour nous conter leurs prouesses. Mais Tarzan et Robin des Bois avaient eu, pour chacune de leurs nouvelles aventures, un nouvel interprète. Or, en France du moins, Lemmy Cochon nous est toujours apparu sous les traits d'Eddie Constantine. L'interprète devient donc en quelque sorte blasé. Il ne semble plus s'intéresser beaucoup à son personnage, et avec lui, le public commence à ne plus beaucoup y croire. Quand on tire trop sur la corde, elle casse. Pourtant, Lemmy pour les dames, le nouveau film de Bernard Borderie, n'est certainement pas moins bon que les précédents. L'histoire est même assez ingénieusement fabriquée. Le fameux agent secret américain se trouve ici aux prises avec une bande de maîtres chanteurs qui exercent leur tyrannie sur 3 jeunes femmes, mariées richement, et que l'on peut d'ailleurs soupçonner chacune d'être la complice des bandits contre ses propres amis. Tous les éléments conventionnels du genre sont minutieusement rassemblés. L'action se déroule sur la Côte d'Azur, donc nous avons droit aux villas somptueuses, aux bouillabaisse dans les bistrots du port, aux promenades en criss-craft dans les baies photogéniques de la Méditerranée et à tout ce qui s'ensuit. Quant aux tonnes de whisky avalées par Lemmy, au pugilat où le percute de l'agent secret fait des ravages terrifiants et aux caresses désinvoltes aux fillettes qui viennent à passer, on ne les signale que pour mémoire. On le voit, tous les ingrédients qui ont fait le succès en littérature de Peter Chenet, au cinéma d'Eddie Constantine, sont mis dans la marmite. Encore une fois, si le plat nous paraît moins épicé, moins savoureux, ce n'est sûrement pas la faute du chef, mais de nous-mêmes dont le goût pour ces sortes de cuisine est émoussé. Cela dit, on ne s'ennuie pas un instant devant ce nouveau film, et c'est déjà très important. On s'ennuie d'autant moins qu'autour de notre Lemmy pour les dames, nous avons l'avantage d'admirer 4 ravissantes personnes qui, en même temps, ne manquent pas de talent. Françoise Brion, Claudine Coster, Eliane d'Almeida et Yvonne Montlord. Les maîtres du mystère.
Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Imbroglio, un film radiophonique de Charles Maître, avec Robert Murzeau, Rosie Wart, Evelyne Chétrit, Jeanne Marquen, Jean-Claude Michel, André Var et Jean-Pierre Lituac. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Pantaloni. Collaboration technique Liliane Crassa. Assistante de production Odette Jaudery. Réalisation Pierre Billard.